Alors, bonjour à tous et à toutes. Je vous souhaite la bienvenue à cette seconde conférence de la série Les patrimoines alimentaires autochtones, qui est organisée par plusieurs partenaires, l'IPAC, le CELAC, l'Institut du patrimoine de l'UQAM, l'INAF et le MAPAC. On a le grand plaisir d'accueillir aujourd'hui Maxime Lisotte, cuisinier-pâtissier de la Première Nation Wolastoqiyik Washipekuk. Maxime Lisotte puise notamment son inspiration dans ses recherches sur la culture des Premières Nations du Québec. L'évolution de l'occupation du territoire et les conséquences de la colonisation façonnent son interprétation actuelle de la gastronomie autochtone. Sa gamme de produits Wigwam est d'ailleurs inspirée par le territoire québécois, ses plantes sauvages et son histoire. La série d'émissions culinaires Le cuisinier locavore qui l'anime renseigne les téléspectateurs et téléspectatrices sur la consommation locale. Donc, on est très heureux de l'accueillir avec nous aujourd'hui et je vais lui céder la parole. Oui. Un autre petit test de son, est-ce que tout le monde m'entend bien? Est-ce que tout va bien? Oui, excellent. Bon. Si jamais il y a quoi que ce soit, Marie-Christine, n'hésite pas à m'interrompre, dire Max, on t'entend plus. Ou... Bon. Les joies du Zoom, surtout avec 38 participants quand même. Ben, merci beaucoup à tous de votre présence. C'est beau de voir l'intérêt des gens face à une question culturelle, culinaire qui est quand même pas dénudée de complexité. Alors, bon, ben, je pense que Marie-Christine m'a assez bien présenté. Je suis chef cuisinier pâtissier. J'ai eu un restaurant en Beauce pendant 1 an que j'ai quitté en août 2022. Je travaille actuellement sur l'ouverture de mon nouveau restaurant ici même à Kakuna, au Bas-Saint-Laurent, à peu près à 30 minutes du Bic, là, environ, là, pour vous situer. Alors, sans plus tarder, écoutez, moi, je vous invite. Je vais avoir un bout dans ma présentation où je vais vraiment interagir avec vous autres. Mais sinon, on va statuer ensemble sur la compréhension de certains termes pour bien aligner la discussion. Puis, ben, ça va aller comme suit. Alors, je vais faire un petit partage d'écran. Je tiens à saluer Manuel Kakwa-Curtness qui est avec nous, que j'ai jamais eu la chance de rencontrer. Mais Manuel, j'ai ton livre depuis que je suis quand même relativement jeune, parce que tu es un peu plus expérimenté, un peu plus vieux que moi. Puis, c'est le fun. Manuel, ça a été un pionnier là, dans tout ce qui est la promotion de la culture autochtone par la cuisine. Fait que c'est vraiment un honneur de t'avoir dans notre salle virtuelle. Ça ici. Ouais, c'est ça, j'ai ton livre Pachama, Marc. J'ai acheté il y a quand même quelques années. Est-ce que tout le monde voit l'écran? J'imagine que s'il n'y a pas d'opposition, ça veut dire que oui. Parfait. Interprétation actuelle de l'évolution de la cuisine autochtone du Québec, c'est un peu le titre que j'ai donné à cette visioconférence-là. Ça aurait pu porter plusieurs titres. C'est quand même, comme je disais, assez complexe comme question, considérant qu'on a perdu beaucoup de petits bouts d'histoire qui nous aident à la définir, à la circonscrire, cette cuisine autochtone-là. Donc, Première Nation Wolastoqiyik, Washipekuk, Wolastoqiyik, qui veut dire le peuple de la belle et généreuse rivière. Puis cette rivière-là, c'est la Wolastoq, qui est la rivière Saint-Jean, donc qui va jusqu'au sud, jusqu'à Saint-Jean au Nouveau-Brunswick, et Washipekuk qui désigne le fleuve Saint-Laurent. Je veux très brièvement, très rapidement qu'on comprenne certains termes ensemble. On me demande tellement souvent, est-ce que tu fais de la cuisine traditionnelle? Puis ça a été une des questions qui m'a fait un peu prendre contact avec M. Laurier de Turgeon. Puis j'aime beaucoup répondre à cette question-là. Définissez-moi, qu'est-ce que traditionnel pour vous? Alors, la tradition n'est pas forcément quelque chose d'ancestral. Une tradition peut venir d'une famille, peut venir de plusieurs générations, de plusieurs siècles, de plusieurs décennies, mais peut être aussi née relativement récemment. D'où l'importance de comprendre des termes pré-contact. Donc, on dit pré-contact pour la période qui précède tout contact avec Européens, Vikings, marchands étrangers sur l'île de la Tortue, donc à l'Amérique du Nord. Post-contact, donc à partir des premiers contacts. Un peu même chose pour pré-colonial, post-colonial. Donc, avant la colonisation, après la colonisation. La colonisation n'a pas forcément une date précise, mais un à peu près. Et le terme indigène, c'est un terme qu'on applique aux plantes qui n'ont pas été apportées sur le territoire. Donc, une plante sauvage peut ne pas être indigène au territoire. Donc, c'est des petits termes comme ça que je juge important de préciser avec vous tous. Puis, vous allez voir que ça fait... C'est un peu la structure de la rencontre. Alors, par la définition traditionnelle, selon le Robert, c'est une doctrine pratique transmise de siècle en siècle, originellement par la parole ou l'exemple,
ensemble de notions relatives au passé, transmises de génération en génération, manière de penser, de faire, d'agir qui est héritage du passé. Si on parle de siècle en siècle, on parle du passé, donc la définition reste ancrée dans le passé sans avoir une obligation d'un nombre d'années pour être appelée tradition. On peut donc comprendre qu'une tradition, même si ça a pris naissance dans le passé, n'est pas forcément, surtout dans le contexte autochtone, reliée à une époque pré-contact. Donc, une tradition autochtone peut être née d'un contact colonial. Donc, ça, c'est assez particulier, mais ça fait vraiment partie de la culture autochtone d'aujourd'hui, puisque ça a eu une influence dans l'histoire. Je donne quelques exemples aussi. Je pense que tout le monde ici connaît de nom le pain bannick. On connaît tout un peu la sagamité. Eh bien, le pain bannick, c'est un pain qui est originaire. Excusez-moi, il y a mon chat qui veut faire partie de la réunion. Pain bannick qui est à la base un pain écossais, le bannock bread, donc qui a été adapté avec les ingrédients qu'on avait, principalement le maïs. Alors qu'aujourd'hui, maintenant qu'on a du blé, il est vraiment fait à la manière écossaise. La bannick, elle est faite principalement dans les communautés avec de la farine de blé, chose qu'il n'y avait pas là 500 ans. La bannick, c'est un exemple parfait de l'impact de la multiculturalité, parce que c'est aussi ça, la colonisation, sur des aliments qu'on considère aujourd'hui traditionnels autochtones. Donc, une tradition qui a commencé relativement récemment, si on regarde la période d'occupation du territoire par des peuples autochtones. Même chose pour la sagamité, qui principalement à base de bœuf. Donc, c'est sûr qu'il y a une réappropriation culturelle qui se fait dans les communautés abénaquises, mais si vous demandez à un aîné abénaki comment est-ce qu'il fait sa sagamité, ça va être à base de bouillon de bœuf, à cause qu'il y a eu un moment donné dans l'histoire une interdiction de pratiquer les activités traditionnelles autochtones et donc la chasse sur le territoire qui a mené à l'utilisation de viande d'élevage. Donc ici, petite ligne du temps que je jugeais intéressante. Puis en passant, c'est un document que je vais pouvoir vous envoyer éventuellement. C'est une ligne du temps que j'ai faite à partir de ce qu'on connaît, nous, la Première Nation ou la Stogiic. Ça peut différer d'une Première Nation à l'autre. Les contacts ne sont pas faits tout en même temps à la grandeur du Québec. Donc, la période pré-contact, là, on parle d'entre 4000 avant Jésus-Christ à l'an 1000. Vers l'an 1000, on aurait de la documentation pour l'Est canadien, des premiers Vikings qui seraient potentiellement venus explorer le territoire. La période précoloniale, tant qu'à elle, on parle environ 1534 et avant. Donc, 1534 et avant, on parle aux alentours de 1450 et 1600, possible présence des Basques. On parle des Basques parce qu'ils venaient chasser la baleine. Éventuellement, ils ont éradiqué le morse de nos banquises. On parle aussi du phoque, qui est donc la chasse au phoque qui avait lieu dans ces années-là par les Basques, de très grands pêcheurs. Et donc voilà, la période précoloniale, c'est un petit peu avant les contacts qui avaient l'intention d'occuper le territoire conjointement avec les Premières Nations, conjointement ou en dépit d'eux. Alors, un petit peu un résumé ici. Puis, pour revenir sur plantes indigènes, donc comme je le disais tout à l'heure, ça aussi, c'est intéressant. Plantes indigènes, donc, qui n'a pas été apportée par l'homme, donc qui pousse traditionnellement, typiquement, sur le territoire. Fait intéressant, peut-être que la plupart d'entre vous ne savent pas, la sauge, plante sacrée dans la culture autochtone, n'est pas arrivée avant un bon bout de temps là, par rapport à l'histoire d'occupation du territoire. La sauge, qui est une plante du désert, comme je dirais, américain plus en ce qui a trait aux États-Unis aujourd'hui. Donc, par exemple, nous, nos 4 plantes sacrées, parce que pas mal toutes les Premières Nations ont au moins 4 plantes sacrées, qui constituent ce qu'on appelle la roue de la médecine. Donc, nous, on avait le pin, le cèdre, le tabac et le foin d'odeur. Donc, on n'avait pas forcément la sauge. Donc, voilà, ça, c'est un peu un des héritages culturels, mais de l'appropriation culturelle interculture autochtone. Donc, ce qu'on appelle le panamérindianisme, que je trouve vraiment super intéressant. Si vous voulez aller lire là-dessus, c'est fascinant. Il y a les chapeaux de plumes, il y a la sauge, il y a beaucoup d'éléments de la culture autochtone at large, si je peux me permettre l'expression anglophone, qui sont devenus pratiques courantes dans les Premières Nations, alors que ça ne faisait pas partie de leur tradition nécessairement ancestrale. Mais encore une fois, là où la tradition peut prendre un sens relativement récent, bon, la sauge, c'est vraiment un super de bon exemple à ce niveau-là.
La plus grosse question, les amis, que je me suis posée, la rencontre est relativement courte parce que je pense qu'à partir de ces descriptions-là, on peut déjà être mieux outillé pour comprendre l'évolution de la cuisine autochtone. Mais je vous dirais que j'ai pogné un petit peu le syndrome de la page blanche quand je me suis arrêté sur une grosse question, puis une question qui me revenait des fois en tête. Puis là, de devoir prendre un temps pour y réfléchir, pour le mettre sur papier. Je ne cacherai pas, ça m'a pris un petit 2-3 heures pour répondre à ma propre question. Puis c'est là que je veux avoir votre opinion avant de vous étaler ma piste de réflexion. Je veux savoir, à votre avis, circonscrire la cuisine autochtone actuelle, est-ce que ça revient au même que définir la cuisine québécoise actuelle? Puis je serais curieux, vous qui êtes étudiant un petit peu dans plein de domaines et qui donc êtes intéressé à ce sujet-là, je veux savoir un petit peu votre opinion. Alors, à vous la parole. Ouais, en fait, comme je dis, il n'y a pas de mauvaise réponse. C'est très philosophique comme question au sens où la culture autochtone est présente depuis des millénaires sur le territoire, mais très peu de ça est documenté. Puis aujourd'hui, on se rend compte que la documentation nous vient surtout de la colonisation, des Jésuites qui laissaient tout par écrit et tout ça. Donc, Alain, tu as la main levée, je t'invite à te prononcer. Ben, je suis pas sûr de comprendre à 100% le sens de la question. Est-ce que on veut savoir la place de la culture autochtone dans la culture gastronomique québécoise, dans l'histoire de la gastronomie québécoise, ou si vouloir trouver ou faire un peu l'historique ou le portrait de cette gastronomie québécoise-là, on rencontre les mêmes enjeux que quand on veut faire le portrait des gastronomies autochtones. Puis auquel cas, dans la deuxième cas de figure, moi je serais plus à l'aise là, dire que oui, sans doute que on rencontre un peu les mêmes difficultés quand on veut circonscrire là, les gastronomies autochtones parce que il y a des enjeux dans l'histoire là, de la colonisation, des rencontres, des abandons, des emprunts, des comme tu disais, des appropriations culturelles, mais tu semblais le dire dans un sens positif, là, dans le sens où si j'aime quelque chose de quelqu'un, je l'intègre à mes manières de faire et ça finit par créer une espèce d'espace pan-autochtone là, nord-américain. Là. C'est ce que je comprends aussi. Donc, mais c'est un peu la même chose pour la gastronomie québécoise. Là. Il y a une espèce d'espace panaméricain dans lequel on a des spécificités. Là. Mais voilà, fait que c'est un peu ma réponse. Oui, on rencontre les mêmes enjeux sans doute quand on veut définir la gastronomie autochtone ou en tout cas la circonscrire ou tout ça dans un contexte contemporain en plus là, puis international, puis avec les réseaux sociaux, puis avec toutes les influences que ça suppose. Oui, oui. Mais si on revient au premier truc, par exemple, pour définir la place de la gastronomie autochtone dans la culture gastronomique québécoise plus large, ben là, oui, il y a des enjeux là aussi à la définition de ça. Voilà ce que je dirais. Mais oui, il en reste des traces, mais ils sont beaucoup plus diffus, si on veut, à l'intérieur de ce qu'on est. Mais il y a définitivement des marqueurs là, autochtones dans la gastronomie québécoise, là, ça c'est sûr. Merci, Alain. Bienvenue. Merci beaucoup. Madame Lopez. Oui, bonjour tout le monde. Merci pour cet exposé. C'est vraiment des choses qui m'intéressent beaucoup, moi. Principalement, moi, je suis mexicaine. Donc, on se trouve presque dans les mêmes contextes. Et moi, je suis d'accord que la gastronomie autochtone doit être partie de la gastronomie québécoise et vice-versa. Parce que ce sont deux identités qui forment partie de tous les pays. Donc, moi, je pense que c'est tout à fait normal. C'est comme nous. C'est comme nous avec notre nourriture, si vous voulez, aztèque et la nourriture des conquistadors, des Espagnols. C'était tellement mélangé que maintenant on voit les résultats. Donc, je suis tout à fait d'accord qu'il faut qu'ils se soient ensemble pour définir une identité. Super voilà. Intéressant. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre veut apporter un petit, un petit ajout. Je serais vraiment curieux de juste avoir votre piste de réflexion. Je réitère la question un peu, c'est, à votre avis, est-ce que l'effort qu'on fait à définir la cuisine autochtone aujourd'hui revient absolument au même que de définir la cuisine québécoise, où il pourrait y avoir des différences? Stéphanie Gagné, je te laisse la parole.
Ouais, ben effectivement, je pense que c'est important qu'une cuisine soit définie, qu'il y ait des limites qui soient tracées, même au niveau de la cuisine québécoise, euh, afin de vraiment connaître l'identité de cette cuisine-là. Mais je pense aussi qu'en cuisine, maintenant, il y a beaucoup le mélange des saveurs, que ce soit un pays, que ce soit d'une tradition. Je pense que c'est beaucoup intégré, il y a beaucoup d'influences. Donc, est-ce que ça peut être une cuisine québécoise avec des influences autochtones, une cuisine autochtone avec des influences québécoises? Je pense que c'est tellement un milieu qui est créatif. Fait qu'effectivement, là, tu sais, je fais du pouce un petit peu sur ce que M. Allais a dit tout à l'heure, puis Mme Lopez aussi, là. Mais je pense qu'une cuisine, ça doit d'être définie en partant, mais peut être modifiée, tout dépendamment de la créativité des gens puis du mélange des saveurs. Super. Si jamais, si jamais vous êtes prêts, je partirai sur ma piste de réflexion. Alors, ma piste de réflexion. Je suis vraiment content de vous avoir entendu. C'est vraiment. C'est pas une idée de complexité. Je vais dire comme ça. Écoutez, à mon avis, il existe. Puis là, je l'ai décrit dans un texte assez précis dans l'usage de mes mots. Mais il y a le désir d'un autochtone, d'un chef cuisinier avec des racines autochtones, de vouloir célébrer, partager cette culture-là. Puis j'ai écrit dans son effort d'être dialogué, donc dans le désir de partager cette culture-là, il y a une ligne qui se trace. Elle est mince, elle existe. Il y a une ligne qui se trace, à mon avis, entre le processus créationnel d'un chef aux racines autochtones bien assumées, bien travaillées, versus celle-là d'un chef qui serait, exemple, québécois, sans forcément avoir une appartenance à une Première Nation. L'effort de cette affirmation-là, ou de cette distinction identitaire, va pouvoir être perçu. Puis là, vous allez manger dans, exemple, un restaurant de gastronomie boréale, parce que là, c'est là où je dis que la ligne peut être très mince, et un restaurant de gastronomie autochtone, comme il va pouvoir y en avoir un à Kakuna dans environ 1 an, c'est sur quoi je travaille. Eh bien, on va pouvoir percevoir une subtilité au niveau de l'usage de certains symboles. On parle de symboles sacrés, on parle d'ingrédients sacrés, on parle d'inspiration étant puisée dans des contes et des légendes. On peut aussi parler d'histoire personnelle, des techniques, des ingrédients. La démarche artistique, créative qui va être véhiculée par le chef va être un petit peu influencée par ces particularités-là qu'une gastronomie québécoise qui ne connaît pas ses racines autochtones n'aurait pas forcément. Comme par exemple, la roue de médecine. Si je prends exemple la roue de médecine, on parlait des 4 plantes sacrées tout à l'heure. Je préfère un dessert autour des aiguilles de pain blanc, puis en arrivant à la table, servir ce plat-là, puis expliquer la source d'inspiration derrière, qui est la roue de médecine. Et là, on est vraiment complètement ailleurs, même si le pain blanc peut être autant utilisé dans la gastronomie québécoise que dans la gastronomie autochtone, parce qu'il y a ce lien sacré, il y a ce lien identitaire, il y a ce lien qui est très distingué par justement un bagage de connaissances culturelles. Un petit peu l'ensemble de ces choses-là peut, à mon avis, vraiment aider à différencier. Si, exemple, vous allez un jour dans un restaurant puis vous n'avez aucune idée c'est qui le chef ou c'est qui est derrière, qu'est-ce qui nous semble plus autochtone que québécois? Ou, encore une fois, c'est une question d'interprétation. Ah oui, ben ça c'était juste pour vous mettre l'eau à la bouche. C'est un petit mandat que j'ai fait récemment pour la SAQ. Si vous tapez sur Google SAQ Maxime Lizotte, vous allez trouver un petit menu 3 services d'influence autochtone. Donc, plus haut, je parlais d'ingrédients sacrés, mais on peut aussi parler de techniques. Cuisiner directement avec le feu, c'est vraiment quelque chose qui ne veut pas fait vraiment partie de la culture des premiers peuples. C'est une technique un peu survivaliste, si on veut. Donc, moi, c'est sûr que je travaille pour que dans mon restaurant, j'aie un grill au bois pour vraiment avoir cet élément culturel-là du feu qui est très, très important. Maintenant, avant d'aller plus loin, c'est ça, je fais mon petit mon PR réseaux sociaux. Si jamais vous voulez me suivre sur mes réseaux sociaux, les voici. Chef Maxime Lizotte, Facebook ou Instagram, pour être au courant des projets que j'emmène. Donc, suite à ma piste de réflexion sur la ligne très mince mais bien tracée entre la culture autochtone et la culture québécoise, je me suis basé sur, je parlais de la roue de médecine tout à l'heure, là, on la voit ici.
On a la roue de médecine qui dit en 4 couleurs. C'est pas juste des couleurs, c'est aussi les 4 états de la santé, émotionnel, mental, spirituel, physique. On parle aussi des 4 saisons. Donc, le cercle et les 4 divisions ont vraiment une importance symbolique dans la culture autochtone. Je me suis un petit peu inspiré de ça pour vous partager comment moi j'ai décidé de mettre des mots sur la cuisine autochtone moderne. Donc, si on voit cuisine autochtone moderne au centre, comment est-ce qu'on peut intégrer l'identité autochtone dans sa cuisine et comment on peut la circonscrire. J'ai défini 4 choses que je trouve super importantes. En premier lieu, les techniques précoloniales, donc les techniques ancestrales qu'on pourrait dire le fumage, le séchage, la cuisson par le feu. Et là, on pense fumage, séchage, on pense juste à la viande, mais on peut parler de maïs, on peut parler d'haricots, les légumineuses, toutes ces choses-là. Donc, l'usage de ces techniques-là, le séchage à l'époque contemporaine peut s'appliquer, bien entendu, à bien d'autres choses que le maïs. Dans 5 jours, je pars en Europe, travailler avec des chefs là-bas à promouvoir la cuisine autochtone du Québec. Puis, par exemple, on fait sécher des prunes qu'on venait réhydrater dans un alcool, puis là, on fait un condiment avec, mais ce séchage-là vient dans mon cœur à moi, puis dans mes racines, vraiment de la culture autochtone, parce que c'est une technique qui était incontournable. En fait, on ne pouvait pas ne pas sécher une panoplie d'ingrédients parce qu'on avait des hivers durant lesquels il fallait survivre. Maintenant, on a vu tantôt le mot indigène. Donc, les ingrédients indigènes, tout ce qui pousse sur le territoire, qui n'a pas été emmené par la colonisation, c'est un bel hommage à la culture autochtone. On pourrait parler de poissons de rivière, on pourrait parler de plantes sauvages indigènes, on pourrait parler de gibier. J'ai compétitionné, pour ceux qui ont peut-être suivi un peu, j'ai compétitionné récemment à la finale provinciale des championnats culinaires canadiens où je cuisinais de la viande de phoque pour faire hommage au peuple autochtone de l'Est du Canada qui, justement, ont été parmi les premiers à avoir des contacts avec les Européens, les Vikings et tout ça. Puis le phoque, ça fait partie de notre identité. Et pourtant, au Québec, on en consomme peu. Donc, on a le sirop d'érable qui date d'aussi loin que des viandes indigènes comme le phoque. Malheureusement, c'est des connaissances qui sont perdues. Donc, l'usage d'ingrédients indigènes, pour moi, c'est une partie intégrante de promouvoir et de célébrer la culture autochtone. Maintenant, il y a le partage culturel. Donc, on parlait un petit peu de gastronomie québécoise qui, bien évidemment, est le croisement entre plusieurs cultures. Donc, l'intégration de techniques étrangères, ça va vous paraître spécial, mais en fait, c'est que pour moi, le Québec ancestral, le Québec de pré-contact, pré-contact et durant les premiers contacts, le Québec a toujours été, grâce au peuple autochtone, une terre d'accueil. On a accueilli à bras ouverts les pêcheurs basques, on ne les a pas chassés de là. On a accueilli à bras ouverts les Anglais, les Français, sans se douter de quelle mesure allait être prise par la suite pour éradiquer le problème sauvage, comme il appelait à l'époque. Même encore aujourd'hui, tout dans l'idée du partage, si la colonisation ne s'était pas faite dans un esprit d'assimilation et de destruction, on serait probablement énormément fiers et beaucoup plus fiers de cette mixité-là entre la culture ancestrale et contemporaine. Donc, il y a beaucoup de techniques étrangères qui peuvent être utilisées. Puis je rappelle qu'importer une technique, ça reste dans le respect de la terre-mère. On n'importe pas un bien physique, on n'importe pas un aliment, on ne vient pas polluer, on ne vient pas manquer de respect à la terre-mère. Et donc, l'intégration de techniques étrangères, je pense notamment à appliquer une technique de fermentation pour faire, par exemple, de la sauce soya, mais avec des légumineuses indigènes. Là, on vient complètement moderniser un ingrédient indigène en appliquant des techniques étrangères. Et ça, pour moi, c'est vraiment là où s'enligne la gastronomie autochtone d'aujourd'hui. Et aussi célébration du territoire ancestral par ce qui est produit aujourd'hui. Donc, je prends par exemple, on parlait tout à l'heure, le Wolastoquk, donc le territoire ancestral de ma Première Nation. Qu'est-ce qui pousse aujourd'hui? C'est le territoire sur lequel mes ancêtres vivaient, mais aujourd'hui, à 15 minutes de mon futur restaurant, j'ai un élevage de porcs. Alors, pour moi, célébrer le territoire, c'est aussi le célébrer par ce qui est produit aujourd'hui. Donc, pour moi, cuisiner ce porc-là va être beaucoup plus culturel, va être beaucoup plus symbolique que d'aller chercher une ferme
en Outaouais, par exemple. Parce que pour moi, le territoire ancestral, c'est le Wolastoquk, c'est le Bas-Saint-Laurent. Dernier un quart de la rue médecine, célébrer les valeurs autochtones ancestrales et le respect de toutes choses. Ça, pour moi, ben voyez-vous, je suis en train de travailler sur, là, je parle de moi, mais il y a d'autres chefs aussi qui le font, autochtones ou non. Je suis en train de travailler sur l'ouverture de mon restaurant, comme je disais, et je vise à avoir une cuisine qui va être sans gaz, donc 100% électrique. Donc l'électricité au Québec, c'est majoritairement de l'hydroélectricité, donc c'est renouvelable. À ne pas confondre avec le terme vert, là, qui pourrait être sujet à débat, mais donc renouvelable. Ensuite, maximum de produits compostables. Il y a énormément de techniques. Vous seriez surpris du nombre de techniques de gastronomie moderne qui a recours à l'usage de plastique jetable. Je pense notamment ici au film plastique et au sac sous vide. Ça a eu une explosion de popularité dans les cuisines, ça, l'usage de ces plastiques jetables-là. Et pourtant, on devrait, à mon avis, surtout les chefs autochtones, mais les chefs de restaurants, être des exemples pour notre industrie. Et je pense que c'est nous, les chefs autochtones, qui vont donner le pouls à ce renouveau dans l'industrie-là. Oui, c'est des belles techniques, mais utilisons les principes de ces techniques-là sans avoir recours à l'usage de plastique jetable. Au pire, en ayant recours à l'usage de plastique à base d'amidon de maïs, par exemple. Bon, le respect de toutes choses. Rapidement, respect de toutes choses, respect animal, ça peut se traduire par utiliser vraiment toutes les parties de l'animal, les organes, les os et tout ça, deviennent des charcuteries, des sauces, etc. Respect de la terre-mère, je disais justement, réduire son impact environnemental. Respect des autres, ça c'est un petit peu une valeur pour moi en tant que patron, de toujours rester un leader positif, d'être à l'écoute des autres. La hiérarchie pour moi est là pour structurer une entreprise, mais pas pour opprimer qui que ce soit. J'ai toujours appliqué cette valeur-là qui est vraiment importante pour moi, puis dans la culture autochtone aussi. Le fameux bâton de parole qu'on passe à tout le monde pour que tout le monde puisse s'exprimer, ça fait partie des valeurs ancestrales et qui, heureusement, vont perdurer à travers les générations. Et le respect des objets inanimés, ben, ça, c'est tout simplement de respecter les équipements qui coûtent cher dans les restaurants et un petit peu... encore une fois, au final, tout vient de la terre. Hein. Que ce soit une cuillère en bois ou un robot culinaire super high-tech, toutes ces ressources-là viennent de la terre. Donc, respecter ce qui nous entoure, ça fait aussi partie des valeurs importantes. Pour finir, j'irai avec une petite conclusion très simple que je vais vous lire pour vous mettre un petit peu dans l'état d'esprit que j'étais quand j'ai rédigé ça. On a parlé de multiculturalité, on a parlé de valeurs ancestrales à l'époque contemporaine, mais je vais un petit peu vous lire ça pour que vous mettiez un peu dans le même mindset que moi. Alors, nonobstant les nombreux manquements du gouvernement canadien d'hier à aujourd'hui envers les nations autochtones, il est important, à mon avis, on est à l'ère de la réconciliation, on en entend beaucoup parler, de réaliser la richesse culturelle qui est apportée par la multiculturalité, même celle qui a été résultante de la colonisation. Je prends exemple sur notre déjeuner québécois, là, 2 œufs tournés, bacon, bean et tout ça, c'est typique du déjeuner anglais qui a été adapté avec ce qu'on a ici. Ce concept-là est difficile à assumer parce qu'il nous oblige, surtout nous les Autochtones, à ne pas s'arrêter aux impacts négatifs des démarches d'assimilation et des démarches négatives finalement de la colonisation, notamment la privatisation de la culture dont ont souffert les Premières Nations. Donc, il faut vraiment un petit peu se sortir. Moi, j'aime bien dire que la réconciliation, ça va dans les deux sens. Puis que l'espèce de rancune ne servira à rien parce que c'est quelque chose du passé. Puis à partir de là, il faut aller de l'avant. Donc, je pense qu'il faut être fier de cette multiculturalité-là. Puis sans oublier ce qui s'est passé, se rendre compte de la richesse qu'on a au Québec et nous, les Premières Nations, d'avoir eu un peu tous ces éléments de partage-là, avec les Français, avec les Anglais, avec les Basques, avec les Vikings, s'il y en a eu, et aussi avec, on avait Mme Lopez qui est mexicaine tout à l'heure. Si vous saviez à quel point la culture mexicaine, par l'usage notamment du maïs, et par leur façon de le transformer encore aujourd'hui, apporte une belle richesse, une foulée de connaissances pour nous, les chefs autochtones un peu plus au nord. C'est incroyable. Donc, la célébration de la multiculturalité, je pense que c'est vraiment dans l'ère moderne de la culture autochtone. Alors, en gardant en tête un idéal de partage, d'échange, l'ensemble des peuples ayant foulé l'Amérique ont apporté, comme je disais,
un bagage culturel important pour l'évolution de l'identité québécoise. Et donc, je pense qu'il y avait Alain tout à l'heure qui parlait à quel point c'est sûr que ça se croise, mais évidemment, donc l'évolution de l'identité québécoise et donc autochtone. Pour finir, il y a un peu plus de 1000 ans, on avait des Vikings qui arrivaient sur le territoire. Aujourd'hui, c'est de l'immigration internationale, parfois à cause de la guerre, parfois à cause des opportunités incroyables qu'on a au Canada. Mais tous ces gens-là apportent une richesse incroyable et avec des bons outils, je pense qu'on peut tous ensemble vivre ensemble puis vivre dans un partage qui est autant bénéfique pour les Premières Nations que pour les Québécois, que pour les nouveaux arrivants. Alors, je vous dis Win Match, Psitowen, qui veut dire merci beaucoup à vous tous. Et si vous avez des questions, c'est pas mal le temps.